Salut à tous et bienvenue dans ce 90e show en live sur MX Réflexion, page Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Facebook, débrouillez-vous pour aller sur YouTube une semaine après. En général, quand Blaise retrouve sa connexion, il a le temps de mettre ça dans les archives parce qu'on a eu du très très lourd, hein. Notamment en 90 shows, on a eu du Jackie Vimon, Sébastien Tortelli, Valentin Tellier, enfin toutes les stars du motocross français. On a même eu des Belges. Ça, c'est notre amour pour le sable, parce que je sais qu'en face de moi, il y en a un qui adore ça. C'est Blaise Abadi. Et comment ça va, Blaise? Ça va très bien comme d'habitude ce soir, beaucoup d'invités là. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur le live, donc ça va être cool. On va avoir pas mal d'anecdotes croustillantes avec les plus anciens, les plus jeunes. On va voir un jeune pilote qui roule bien, que l'on a eu l'occasion de voir en supercross cet hiver. Nico, mais avant que je parle un petit peu de ma vie, ou même non, je vais pas parler de ma vie ce soir, je te laisse les présenter, va. Ouais, avec nous ce soir, on a la team Cross-Up pour sa première apparition chez nous, au complet comme ça fait plaisir en tout cas. Et ce qui me fait très plaisir, c'est d'avoir ce jeune pilote avec nous. Quand je lui ai écrit, il avait l'air un petit peu stressé, du coup, il a dû ramener ses gardes du corps avec lui. Mais il n'est autre que le champion de France Supercross SX Academy, c'est Kylian Poy. Comment ça va, Kylian? Ben, ça va, en forme, on va bien rigoler. Bon, c'est Kylian que t'as fait exploser. Tu sais que tu as fait exploser nos vues. Il y a toujours une vidéo qui tourne de toi, d'une GoPro à Barcelone. Je peux te dire que ça y est, grâce à toi, MX Réflexion a décollé. Oui, j'ai vu ça. Bon, allez, comme on disait, tu es accompagné, Kylian, ce soir, par ton papa. Il est ex-pilote du champion de France Supercross. Il a été champion de France, il me semble. Il va nous le dire un petit peu plus tard. Il a roulé pendant des années en élite, avant de basculer sur la Ligue du Languedoc-Roussillon pour se reposer un petit peu à la fin. Un petit peu de vétéran pour exploser tout le monde. Et c'est le grand William Poy. Comment ça va, William? Ça va, bonsoir tout le monde. Bon, et le troisième, pour finir les présentations avant de rentrer dans le vif du sujet, deuxième apparition dans le live MX Réflexion, c'est la star des années 90-2000, celui qui a un nombre de fractures, il va devoir nous le rappeler parce que je pense que depuis la dernière fois, il en a eu encore de nouvelles, c'est Olivier Nittard. Comment ça va? Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Il fallait dire celui qui a 3 jambes, dont 2 en bois, c'est vrai ça? Ah mais la troisième jambe, tu la connais toi? Bah, tout le monde la connaît, elle est connue comme le On en Loulard. parle beaucoup mais bon, je sais pas. Non, 63 fractures, je sais beaucoup mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Ah, c'est bien. Du coup, Kylian, en ce moment, est-ce que toi tu t'entraînes chez CrossUp? Comment ça se passe? Est-ce que tu as ton papa un entraîneur? Est-ce que tu as plutôt Olivier? Est-ce que ce sont des entraîneurs un peu durs? Non, ce sont pas des entraîneurs durs. Mon papa, c'est mon entraîneur principal. Après, je suis souvent à CrossUp avec les autres moniteurs de CrossUp. Et ça se passe super bien. En ce moment, je m'entraîne pour la préparation du junior dans un mois à peu près. Donc tout se passe bien, tout se déroule bien. Et voilà. Et toi, à côté, tu Tu fais étais à quoi? la Capelle, Pardon, vas-y. du coup, ce week-end, Kylian. Il y avait un gros niveau à la Capelle en 125. C'était ton championnat, la Ligue d'Occitanie. Mais il y avait pas mal de stars de l'Europe. Et comment tu l'as ressenti? Est-ce que pour une première épreuve, c'est quelque chose que tu aurais aimé éviter, d'avoir cette adversité-là? Ou, tu sais, parce qu'avec la pression et tout ça, je me mets un petit peu à ta place. Est-ce que c'était gênant d'avoir ces pilotes-là? Non, pas du tout. Au contraire, j'étais content en fait qu'ils soient là pour pouvoir voir leur niveau comparé au mien, tout comparé en manche, au chrono, et ça s'est plutôt bien passé. Au chrono, je me suis intercalé entre deux pilotes européens, donc j'étais plutôt content. Et après, les manches, c'est bien passé aussi. Et du coup, là, à l'approche de la saison, vu que tu as l'ouverture dans un mois et que tu as déjà fait une épreuve, tu travailles quoi plutôt avec justement, on posera les questions à tes entraîneurs après, mais tu travailles quoi spécifiquement? Plutôt le physique, plutôt la technique, la vitesse? Tu es plutôt sur quoi? Là, je suis plus sur faire des tours de circuit, faire plus de manches. Des manches, là, le physique aussi en parallèle, mais vraiment faire des tours, prendre le maximum de roulage et mettre aussi quelques entraînements basés aussi sur l'intensité. Comme Pour, avec des chronos, par exemple, du fractionné sur la moto? voilà, exactement, en faisant des fois des pyramides, des tours rapides, des tours lents, on alterne, on essaye d'alterner avec mon papa qui est mon entraîneur, on essaye d'alterner les entraînements pour progresser au mieux.
Et du coup, au quotidien, tu fais les stages avec les stagiaires, justement, ou pas? Ou tu es à part? Non, non, pas du tout. Je fais le mercredi après-midi. Le reste de la semaine, en fait, je suis à l'école. Et le mercredi après-midi, donc, je fais les stages avec mon papa. Ou ici, les vacances scolaires à Cronsep avec Olivier et les autres moniteurs. D'accord. Ça va, Olivier? Pardon, pas Olivier. William, c'est comment d'être papa entraîneur? C'est souvent un sujet qui est relevé hein, autant sur MX Réflexion que vous chez CrossUp. Je pense que des papas, vous devez en voir beaucoup. Mais c'est comment d'être papa et coach en même temps? Ouais, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, tu as la relation père-fils qui est plus importante que tout, à mes yeux. Euh, on a eu des exemples dans notre jeunesse qui ont fait des très belles carrières en motocross, mais qui aujourd'hui sont fâchés avec leurs parents. Et moi, ça c'est hors de question. La priorité, c'est d'avoir une vie de famille équilibrée. Et la carrière sportive est importante, mais la priorité, c'est quand même la vie de famille. Donc, on arrive à bien faire la part des choses entre le papa et l'entraîneur. Et quand on arrive à l'entraînement, il y a du respect, enfin, Kylian a du respect pour son entraîneur. Et moi, je respecte mon pilote. Mais dès que l'entraînement est fini, on parle comme un père et un fils et tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors par rapport à ça, je vais rebondir sur toi, Olivier. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux parents qui sont un peu trop, comment dire, un peu trop imprégnés par ce rôle de coach et qui en oublient cette relation père-fils que vous avez certainement dû voir avec certains pères de stagiaires? Tu sais, on le voit tous les jours à CrossUp depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on est ouvert. On voit des gens revenir plusieurs fois par an, de nombreuses années. Et malheureusement, on a vu beaucoup de couples aller au divorce. Tu sais, tu vois les gens 2 fois par an, tu vois l'évolution. La maman qui investit à 2000%, elle fait la cuisine, elle lave les affaires, elle le suit tous les week-ends dans la boue. Tu vois, on oublie la vie pseudo-normale pour les gens pseudo-normaux. Et le papa, il a la pression, il gueule sur le fils, le petit, il pleure. La maman est au milieu à faire tampon. Et à un moment, au fur des années, quand tu oublies ta vie de couple, tu oublies ta femme s'oublie aussi. Le conflit père-fils, la femme au milieu, malheureusement, ça va au clash parce que c'est tous les week-ends, tous les mercredis, ça vit motocross. Les repas de famille, ça parle motocross. Quand ça gueule, c'est comme ça. Et non, ça va au clash. Donc le conseil, c'est ce qu'a dit William, essayer de prendre un peu de retrait. Et à un moment, de toute façon, quand le niveau du pilote augmente, il y a vraiment besoin d'un entraîneur ou d'un coach qui prenne le relais. Pas à 100%, parce que c'est impossible. Mais voilà, il faut pas oublier de garder son rôle de père d'abord. Parce que comme a dit William, des ados qui arrivent à 18 ans et qui se fâchent avec leurs parents, quitte à arrêter la moto parce qu'ils n'en peuvent plus, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous arrivez à le percevoir, ça, d'entrée de stage, dès que ça démarre un stage chez CrossUp, à percevoir un petit peu, dès qu'ils rentrent dans la salle, les parents qui vont être un peu comme ça? Complètement. Hein. Le dimanche après-midi, quand ils arrivent, le stage commence le lundi. Moi, je parle beaucoup aux gens justement pour cerner et le stagiaire et les parents. Et il me faut à peu près 30 secondes pour comprendre. Et William, il en faut 25. Donc, on le voit vite. Et le dimanche soir, quand on fait la réunion entre nous, on sait où ça va être problématique ou pas. On se trompe rarement. Et puis on voit aussi. C'est moi qui parlais. Non, mais si tu veux, ça s'en fout. On a des élèves qui viennent depuis plusieurs années et qui forcément chaque année progressent. Et au fur et à mesure de la progression des élèves, on voit l'entourage se transformer en fait. Ah ouais, ça ouais, ça ouais, ça ouais. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que avec ça, vous avez vu la progression des parents à force de leur dire au fur et à mesure des vacances scolaires quand ils viennent souvent, vous avez vu ça? Vous avez pu apercevoir une progression de mentalité chez les parents aussi? Ouais, ou une progression ou une régression, je sais pas comment il faut le dire en fait. Ça dépend des gens. Il y en a qui adhèrent complètement et qui sont dans le bon processus. Et il y en a malgré eux qui se transforment et on peut rien faire en fait. Ils ont le pouvoir sur leurs enfants et puis ça les mène nulle part, mais ils peuvent pas s'empêcher en fait. D'accord. Ouais, Moi, je vais rebondir dessus, excuse-moi. Vas-y. J'ai l'exemple de beaucoup de papas qui m'ont dit en fin de semaine, en fait, j'étais un connard.
J'en ai un, la semaine dernière, il m'a dit ça, j'étais un connard. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, parce que, tu sais, au briefing, j'en parle beaucoup de ça. Et il m'a dit, ben, tout ce que tu as dit au briefing, c'était moi, sauf que je ne m'en rendais pas compte. Et il m'a dit, cette semaine, j'ai ouvert les yeux et ça va changer. Et depuis les années, il y en a beaucoup qui ont changé de bon comportement. Par contre, comme dit William, il y en a quelques-uns qui se sont dit, oh mais non, mais là-bas, voilà, ils nous laissent pas nous occuper du gamin, machin, donc qui n'ont pas adhéré, qui sont partis. Mais tant mieux, c'est ce qu'on voulait. On veut travailler dans une bonne ambiance, que les parents progressent autant que les enfants, et ceux qui se prennent pour des stars déjà arrivés, ben, c'est un tri sélectif, ils s'en vont, ils viennent plus. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. On a Bobby qui pose une question sur le live, il nous demande, est-ce que certains sont là parce que le père pousse, alors que le fils n'est pas passionné? Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui. Souvent. Tu sais, tu connais le truc du papa qui a rêvé de faire du motocross et qui n'a pas pu parce qu'il n'avait pas les moyens, il n'était pas aidé. Et aujourd'hui, on a un peu plus accès à ça. Du coup, il met le fils sur une moto. Forcément, au début, le fils, il est content, il voit une moto, c'est bien. Combien de gens vous disent, ah, mon fils, il voit une moto, il fait broum broum, il va faire du motocross. Mais attends, il y a un cap à passer quand même. Hein. Et ouais, il y en a pas mal qui aimeraient que le fils soit champion parce qu'ils n'ont pas pu l'être. Ils font des transferts. Ouais, ils font des transferts, c'est ça. Et toi, Kylian, t'aimes la moto ou pas? Moi, j'adore, je me régale. Et justement, j'avais une question pour toi, Kylian. Toi qu'on voit souvent en Supercross, est-ce que, bon, j'ai un peu la réponse, je pense, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu te verrais plus faire une carrière à la Cédric Soubeyras ou à la Milko Potisek? Pour le moment. Il va te répondre Marvin Musquin. De qui il parle? T'as dit qui? Je ne connais pas. Milko Soubeyras. Milko Soubeyras, voilà, entre les deux. Ouais, parce que souvent, en fait, dans le live, on voit des pilotes qui font le choix, et ils n'ont d'ailleurs pas le choix, entre Supercross ou Sable. Parce que suivant la saison, ils sont obligés de choisir soit l'un soit l'autre. Est-ce que toi, tu te dirigerais plus vers le Supercross? C'est sûr que tu viens du Nord. Ou alors, est-ce que à un moment donné, tu risques de basculer dans le Sable pour justement progresser en motocross? Comment tu envisages, toi, à l'avenir? C'est pour ça que je t'ai posé cette question, en fait. Moi, j'ai basculé dans le Sable, mais c'était au Cap d'Agde. Ouais, toi, c'est pas pour les mêmes objectifs, en fait. Je devrais pas basculer. D'ailleurs, t'as perdu l'avance. Vous voulez savoir? C'est bon, vas-y. Du coup, tu peux y aller, Kylian. Pour le moment, moi, c'est plus mon objectif est le Supercross. Parce que déjà, j'habite dans le sud et pour s'entraîner dans le sable, c'est très compliqué. Le premier vrai circuit pour s'entraîner dans le sable, c'est chez Bud à Magesque. Et ça fait un petit peu loin de la maison, alors que les circuits de Supercross sont plus près. Et dans le sable, j'ai pas du tout d'expérience. J'ai déjà roulé une fois, mais je connais pas trop, alors que le Supercross, je me régale et c'est ce qui me plaît. Donc voilà. Plus à la Cédric Soubeyras pour le moment. Et du coup, je vais poser la question aux entraîneurs. Vous pensez qu'il faut obligatoirement s'entraîner dans le sable pour atteindre ou passer un cap en motocross? Passer le cap? On passe pas, on s'arrête pas. Oui, l'entraînement dans le sable fait partie du processus de progression. C'est important d'aller passer des journées dans le sable pour prendre de la confiance dans la vitesse, pour prendre de la technique de pilotage parce que c'est différent, pour apprendre à régler des motos différemment. Et puis des manches dans le sable, on a été chez Bud il n'y a pas très longtemps. Faire des manches dans le sable, ça apporte une expérience nouvelle et c'est très, très bénéfique pour l'entraînement en motocross. Et je dirais même, c'est aussi bénéfique pour le Supercross. Ouais, on discutait, c'était Adrien Van Beveren qui nous disait que nous, dans le sud, on pouvait passer des journées entières à prendre la même ornière, la même trace, parce que ça se défonce pas tant que ça, en fait, en soi. Alors que dans le sable, quasiment tous les tours, les traces, elles changent. C'est quelque chose Kylian, c'est une partie dans laquelle tu n'es pas à l'aise actuellement ou pas, ça? Le fait de changer de trace à tous les tours, le fait de devoir peut-être doubler quelqu'un et de prendre une trace que tu n'as pas prise trop de la journée, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? D'ailleurs, à la Capelle, tu as peut-être dû le ressentir parce que c'était un peu sablonneux, apparemment assez creusé, assez défoncé. Comment tu l'as ressenti, toi? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas trop l'habitude non plus. Et du coup, ça me gêne pas, mais je sais qu'il faut que je progresse à ce niveau-là quand même. De pouvoir, par exemple, revenir derrière des retardataires ou même en magare, changer de trace, même si on l'a pas pris de la journée ou quoi, c'est quelque chose que
que je dois progresser encore quand même. Du coup, je reviens sur vous, William et Olivier, et surtout toi, Olivier. On n'a pas entendu et qu'on voit pas trop à l'écran. D'ailleurs, on l'a eu en commentaire. Si tu peux juste te décaler un peu, Olivier. Là, c'est parfait. Ah, là, oui. Là, d'accord. Comment tu vois ta structure évoluer, toi, à l'avenir? Est-ce que le fonctionnement actuel te convient ou est-ce que tu veux encore passer, peut-être un petit peu comme Kylian, un cap supérieur? La structure me convient parce qu'on a le bon concept avec William, on a vraiment l'outil parfait. Et évoluer, oui, on veut toujours évoluer. Chaque année, on évolue un peu. Mais aujourd'hui, vous savez, on est dans une époque où on nous empêche tous d'évoluer dans le motocross. En tout cas, les structures comme nous, les clubs et tout ça. C'est dur d'évoluer, d'avoir plus de place, plus de terre, plus d'autorisation, plus d'horaires dans la journée. Au niveau des préfectures, des mairies, les écolos bobos extrémistes qui montent et qu'ils pleurent sur un brin d'herbe ou sur un gland qui est tombé, et des glands chez les écolos, il y en a pas mal. C'est compliqué d'évoluer et de s'agrandir. Déjà, honnêtement, si on arrive à maintenir comme ça, c'est bien. Donc, on évolue dans le confort pour les stagiaires, dans la qualité des circuits et tout, mais plus que ça, j'y crois pas. Et les clubs ont le même problème. Un club qui veut s'agrandir, qui veut un plus grand parking, qui veut changer un peu le circuit, c'est une cata au niveau autorisation, au niveau assurance, au niveau fédéral. C'est un enfer pour tout le monde. On ne va pas vers le meilleur. D'accord. Donc... Puisqu'on parle d'évolution, la dernière fois dans notre live, on avait eu un regret, on n'avait pas parlé de ça. Tu as eu un gros souci, Olivier, au niveau des motos que tu t'es fait voler. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Je sais pas si tu veux en reparler ou pas. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave, on passe à la question suivante. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient savoir. Ça a fait... tout le monde, je pense que tu as été pas mal soutenu au moment où c'est arrivé. Et après, ça a duré longtemps. Donc, est-ce que le soutien a été maintenu? Ou est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu seul face à tes problèmes? Non, c'est un bon sujet, merci de l'aborder. C'était en 2017, le cambriolage. En sachant qu'à Cross-Up, je ne laisse jamais Cross-Up tout seul quand il y a des motos. Il y a toujours quelqu'un qui surveille, il y a toujours moi en général, de toute façon. À partir du moment où il y a une moto, je suis sur place. Sinon, tu imagines bien qu'il viendrait se servir tous les jours. Et là, j'avais un voyage organisé aux US pour la finale à Vegas au mois de mai, entre deux stages. Et j'avais laissé deux potes qui gardaient le local. Et une nuit, à 2h du matin, il y a 18 personnes qui sont arrivées des quartiers de Lyon, au Washmagel, et ils ont cassé les portes, ils ont sorti 40 véhicules à peu près. Et, comment t'as su qu'ils étaient 18? Parce qu'après, il y a eu les caméras vidéo des péages, de la petite ville en bas, les relevés téléphoniques, tout ça, tu vois. Ouais, il y a eu une grosse enquête quand même. Voilà. Et puis non, mais c'est surtout que mes deux gars se sont réveillés au moment où ils étaient en train de charger. Donc ils ont vu, tu vois un flot de gars, quoi. Tu les comptes pas, mais ils m'ont dit une quinzaine. Et après, c'est les gendarmes sur l'enquête qui ont dit à peu près 18. Et donc voilà, ils ont pris à peu près toutes les motos de cross, déjà les motos les plus chères. Hein. Donc voilà, ça a été vraiment un drame. C'était juste avant la saison. Et ouais, c'est hyper déprimant, hein, comme tous ceux qui sont fait voler une moto le savent. Hein. Tu rentres chez toi, c'est une catastrophe. Qu'il y en ait une ou 10, voilà, c'est une catastrophe. Et non, j'étais pas seul du tout sur le coup. Honnêtement, j'avais presque envie d'arrêter parce que c'est quand même déprimant. On n'est pas assuré pour le vol, donc il faut se racheter les 10 motos de cross, tu vois, pour la saison. Donc ça fait un gros budget, vous savez combien ça coûte une moto. Hein. Ouais, et j'ai un pote à moi qui a décidé de faire une cagnotte, je ne voulais pas. Il a appelé William, William a dit ok, c'est ça je crois. Et Med, le tatoueur, il a dit bon, on fait une cagnotte. Moi je ne voulais pas parce que Cross-Up c'est une entreprise et on n'aide pas une entreprise normalement. Une entreprise qui se fait voler, elle se débrouille, tu vois. T'aides un particulier, t'aides un club, mais voilà. Et j'étais pas d'accord, ils l'ont fait quand même. Et finalement, cette cagnotte, tu vois, au-delà de la somme qui a été récoltée, c'était presque pas important, même si ça aide. C'est tous les jours les messages de nos clients, d'inconnus qui donnaient 2 euros, 5 euros, 100 euros. Il y en a qui ont donné 1000 euros, de gens que je connaissais pas. Et honnêtement, pendant un mois que la cagnotte a duré, tous les jours, j'en pleurais de voir tous ces messages. C'était dingue, quoi. Je te dis, mais une entreprise, comment ça se fait que des gens aident une entreprise? En fait, ils m'ont dit, mais c'est pas une entreprise, on s'en fout, c'est les Cross-Up, tu vois, c'est ce qui se passe ici, c'est les gens qui ont vécu ça, ou les gens même qui sont jamais venus, mais qui
qui lisent ce qui se passe et qui savent, tu vois. Donc, non, ça a été super cool. Je crois qu'on a récupéré 15 000 euros à peu près. Alors, c'est pas beaucoup sur les 80 000 euros qu'il fallait, mais ça nous a donné une énorme motivation pour repartir, sur tout ça. Donc, ça a été magique et je remercierai jamais assez les gens qui ont participé à ça, ou même qui ont envoyé un simple message et tout, ça suffisait. Parce que là, honnêtement, on était au fond du trou, vraiment. Vraiment. Donc, grâce à eux, ben voilà, on est toujours là. Ouais, du coup, ça t'a permis de rebondir. C'est surtout le soutien moral. Du coup, on sait que tu fais les voyages, tu organises les voyages aussi aux États-Unis. Comment ça va continuer? Il n'y a pas eu de ralentissement par rapport à cet événement Non, ça n'a rien changé. Ça, vous connaissez tous les deux ma passion pour ça. Et William vient chaque année maintenant. Et franchement, les États-Unis, c'est un truc de fou. Les voyages, c'est un truc de fou. On passe 10 jours à rigoler comme si on était entre potes. Et ça, même, c'est un besoin parce que quand tu n'es pas bien, ben, tu as besoin de ça. Donc, non, ça plus que jamais. Et l'année prochaine, je vais en faire encore beaucoup plus que d'habitude. Ouais, vraiment. Donc, ça, c'est magique. Ça. Bon, On voit pas mal de Français qui s'exilent aux États-Unis pour faire un petit peu la formule que tu proposes toi. Toi, tu as été vraiment un pionnier, tu en as vu se monter, se démonter. Comment ça se fait que toi, tu sois toujours là? Ah ben oui, mais c'est comme les moniteurs, les écoles de pilotage, les préparateurs de suspension, non mais c'est vrai. La passion, je crois, d'abord, parce que faut être passionné pour faire ça. Tu fais pas ça pour l'argent. Hein. On sait très bien que si on voulait gagner beaucoup d'argent, on ne travaillerait pas dans le motocross. Hein. Donc tu fais pas ça pour l'argent, la passion. Donc à partir du moment où tu prends plaisir à vivre ce que tu vis, à faire ce que tu fais et à donner du bonheur à tes clients, ça fonctionne tout seul. Et comme tu dis, aux US, j'ai vu pas mal de Français se monter et se faire démonter, des Françaises aussi. Et, c'est plus fort que lui. Et là, c'est une hécatombe, il y en a beaucoup quand même. Il est grosse, William. Et cette année, c'est une hécatombe, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc, ouais, c'est pas facile comme métier, honnêtement. Tu as 20 motos de location, il faut travailler dessus, il faut arriver à les louer, il faut être du business, il faut avoir la passion, sinon ça marche pas. Et ça marche pas souvent. On a Eric Sorby qui commente et qui dit que la formule Nitar est au top, les autres c'est du low cost. Voilà, si tu voulais avoir un petit peu de soutien, on a Eric Sorby. Merci, c'est gentil, mais bon, je peux pas commenter, je peux rien dire là-dessus. Je respecte les autres. De toute façon, ils se cassent la gueule tout seul, donc je m'en fous, tu vois. Mais je souhaite la réussite. Si tout le monde peut réussir, pour moi, je suis content. Quoi, tu vois, j'ai pas de problème. Et puis, j'ai pas de concurrence. C'est sans prétention, mais je m'en fous. Il s'en est monté plein, il s'en est démonté plein. Comme tu dis, moi, je fonctionne chaque année de plus en plus, donc ça m'est égal en fait. Tout le monde doit travailler et puis peut-être que les meilleurs réussissent et les autres non, j'en sais rien. Et du coup, pour toi, Kylian, c'est un souhait de partir aux États-Unis vu que tu as cette facilité pour aller t'entraîner un jour. Alors peut-être, je sais pas où tu en es où toi niveau études. Est-ce que c'est possible pour toi déjà? J'ai eu la chance de partir l'année dernière avec CrossUp. Donc c'était un rêve et je me suis. C'est pas une chance, c'est parce qu'on a payé, c'est tout. Hein, c'est pas une chance. Et du coup, je me suis régalé. C'est un voyage super, hein, ça on le sait déjà. Et du coup, là, je suis en première au lycée. Et je pense que cette année, j'ai pas pu partir parce qu'il y a le bac et l'année prochaine, il y aura le bac aussi. Donc, ce sera peut-être pour dans 2 ans et on verra. Et si tu pouvais arrêter les études, là, tu le ferais ou pas? Je sais pas. Qui c'est qui te pousse à faire des études? C'est toi qui as envie? Est-ce que c'est papa, maman qui te disent bon, déconne pas, faut au moins que tu aies le bac? Comment ça se passe pour toi? Un peu déjà, moi j'ai envie parce que je sais que y a pas que la moto, ça va bien s'arrêter un jour et après, il faudra bien travailler. Et après, il y a mes parents, bien sûr, qui sont derrière moi et qui veulent que j'ai au moins le bac. Et après, peut-être des études supérieures pour pouvoir voir la suite. Est-ce que toi, William, c'est des erreurs que tu as commises, ça? Le fait d'arrêter l'école trop tôt ou ce genre de choses, ou du moins, pour parler de façon générale, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises que tu essayes de faire éviter à Kylian? Au niveau scolarité, en France, on est vraiment, je pense qu'on est vraiment à la ramasse pour les sportifs. C'est une catastrophe. Kylian, il a école toute la semaine, il fait 8h, 18h. Ensuite, il fait son sport soit très tôt le matin, soit le soir en rentrant de l'école après les devoirs. Et ensuite, il roule le mercredi après-midi pendant les stages.
et le week-end. Après, il y a deux options. C'est soit tu arrêtes l'école et au junior, la concurrence directe de Kylian cette année, c'est que des pilotes qui ont arrêté l'école. Pour nous, c'est pas possible. Ils ont pas assez de bagages. Je veux dire, tu les entends parler dans un pré-parc, c'est juste une catastrophe. Voilà. Après, peut-être ils vont devenir bons en moto. Je leur souhaite, tant mieux. Mais bon, il faut quand même arriver à tenir une discussion correcte. Il faut arriver à compter. Et pour ça, il faut aller à l'école, hein, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance d'être en sport-études. On avait école le matin et moto l'après-midi ou sport l'après-midi. C'était un sport-études privé qui n'existe plus. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut aller à l'école et essayer de compenser au maximum les heures d'école par de la qualité dans le temps qui reste, en fait. Voilà. Vous pensez que c'est réalisable le sport de haut niveau, alors haut niveau on va pas dire mondial, mais par exemple l'Europe, concilier l'Europe, 125 Europe par exemple, avec l'école? Sur l'Europe, non, je pense pas. Non. Sur une saison complète, les lycées ne peuvent pas accepter. Par exemple, pour que Kylian fasse les 3 dernières du SX Tour, qui étaient Lyon, Genève et Amneville, on a dû demander une autorisation au lycée pour qu'il puisse louper le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée. Et il a dû récupérer tous les cours et faire les devoirs comme les autres en rentrant parce qu'il n'avait pas le choix, quoi. On a Loris qui nous dit est-ce que l'école ne prend pas trop de temps, pardon. C'est ce que tu disais, William, c'est vraiment galère quand on a de 8h à 18h les cours. Mais bon, on trouve toujours des solutions quand même. Quand on est vraiment motivé, tu disais que toi, Kylian, tu vas faire du sport le matin plutôt, avant les cours? Oui, ça m'arrive de faire du sport le matin. Et après, d'autres jours aussi, je peux pas parce que je me suis couché tard le soir avec les devoirs ou le sport. Et du coup, je le fais le lendemain soir. Et voilà. D'accord. C'est quoi une Donc, semaine? il y a toujours moyen de le faire, mais il faut être 2 fois plus motivé que les autres, quoi. C'est ça, exactement. C'est quoi une semaine type pour toi? D'un point de vue physique, moto, on va dire quand tu as école et quand tu es en préparation de la saison. Le lundi soir, après le week-end, c'est du décrassage et du renforcement. Le mardi, je termine à 18h, donc c'est le sport en sortant du lycée et ensuite les devoirs. Donc sport, ça peut être du cardio ou n'importe quel sport physique, on va dire. Ensuite, le mercredi, donc j'ai cours jusqu'à midi. Et ensuite, je pars à l'entraînement, donc mercredi après-midi. Mercredi soir, décrassage. Et ensuite, jeudi, ça m'arrive de le faire le jeudi matin, avant d'aller à l'école. Et ensuite, le vendredi, c'est plus basé sur du renforcement que sur du physique quand j'ai un week-end, mais pas de course, un week-end d'entraînement. Et ensuite, le samedi, dimanche, entraînement. Ou alors, le samedi matin, ça m'arrive de faire des stages avec papa, vu qu'il est moniteur et qu'il a les stages le matin. Et voilà. Ouais, semaine chargée quand même. Ouais. Quand on regarde tout bout à bout, ça fait charger, ouais. C'est aussi une preuve de motivation pour réussir et à l'école et dans la moto. Un gars motivé dans la vie, dans la moto, il réussira mieux que quelqu'un qui passe ses soirées sur Fortnite, par exemple, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, t'as pas trop le temps de jouer à Fortnite et d'aller sur Instagram, toi. Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas, en plus. C'est pas... Bon, ça fait plaisir. Ah, tu dis ça parce qu'il y a ton père à côté, sinon je t'ai vu. J'ai vu que t'étais sur Instagram et tout ça. Non, pas du tout. Bon, Instagram, oui, un petit peu comme tout le monde, mais la Play, ça m'arrive de temps en temps de jouer à Supercross The Game 3, mais quand j'ai vraiment le temps, mais c'est pas tout le temps non plus. Bon, en commentaire, on a pas mal de personnes qui nous disent que Maxime Renault apparemment l'a fait, c'est-à-dire concilier les études et le motocross de haut niveau. Alors moi je le savais pas personnellement, je sais pas jusqu'à quel niveau d'études il est allé. Ouais, jusqu'au bac. Jusqu'au bac, d'accord. Parce qu'après le bac, il y a des horaires qui peuvent être aménagés un peu plus facilement que jusqu'au bac. C'est un peu plus formel. Je crois que Maxime Renault, il a été jusqu'au bac l'année où il jouait le
le titre en 125. C'était vraiment une année chargée pour lui. D'accord. Et des gars comme Sébastien Tortelli qui ont eu le bac et qui ont un petit peu continué derrière et qui ont été champions du monde la même année, vous pensez que c'est possible de nos jours ou c'était juste à l'époque que ça se faisait ça? Voilà, je suis dans la même perspective que toi. On peut plus parler de la même époque. Franchement, aujourd'hui, quand on voit le niveau du championnat d'Europe 125, c'est pas pour dénigrer ce qui s'est passé avant. Les gars, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Hein. Mais aujourd'hui, le niveau du championnat d'Europe 125, c'est du niveau du mondial de l'époque. Au niveau infrastructure, au niveau qualité de préparation, tout s'est professionnalisé en fait. Et aujourd'hui, l'Europe 125, j'en parlais encore ce week-end à La Capelle, les pilotes qui roulent devant l'Europe 125, c'est des professionnels à 100%. Et justement, dans les autres pays, est-ce que c'est plus pro? Par exemple, en Belgique, en Espagne, est-ce qu'il y a plus de structures pour le motocross, dédiées au motocross? Est-ce qu'on aide un peu plus les jeunes qu'en France? Ben, nous, on habite à la frontière, tu sais, on est très souvent à l'entraînement en Espagne. Et le sport mécanique est très important en Espagne, il est très reconnu. Et les importateurs espagnols investissent beaucoup plus sur des pilotes privés, en fait. En France, si tu veux être aidé par un importateur, il faut être dans un team où tu fais un chèque en début d'année. Et tu es dans une structure qui est aidée par l'importateur. Si tu veux une aide en tant que pilote privé, c'est impossible dans aucune marque française. En Espagne, si tu as un enfant avec du potentiel et une structure privée, l'importateur va envoyer le matériel pour que l'enfant s'épanouisse et devienne meilleur. Et ça, en France, c'est pas possible. On a Eric Sorby qui nous dit à la Jonquera apparemment qu'il y a pas mal d'aides. Ça, c'est Olivier qui doit connaître. Alors là, non, pas du tout. Ça, c'est non, promis. Non, moi, je m'arrête, tu sais où, je vais pas plus loin. Bon, Nico, est-ce qu'on parle vous avez vu le Supercross ce week-end du coup à Tampa? Ou Tampa, j'ai pas l'accent. Moi, oui. On va en parler un petit peu si ça vous va. Nico, t'as les résultats? Tampa. Ouais, j'ai les résultats. Du coup, Tampa, piste sympa. Moi, j'ai trouvé la portion sable très tendue. J'aurais vraiment pas aimé être à leur place. Et justement, mais si question pour Kylian. Toi, tu aimerais ça, une section sable en Supercross? Il y en a eu une petite portion à Genève. Oui. Bon, c'était pas du tout la même que le week-end dernier, mais c'est pas mal. Ça change un petit peu. Par contre. Le week-end dernier, elle était vraiment compliquée. Elle avait l'air compliquée, ouais. Ça avait l'air pas évident. Ouais, quand on voit des gars comme Thomas qui se mettent en travers dedans, on se dit que bon, pour nous, ça aurait pas été évident non plus. Donc je rappelle les résultats, c'est Thomas qui gagne ce week-end devant Cooper Webb, 3e Ken Roczen, 4e Barcia qui a fait une grosse remontée et 5e Justin Hill qui a fait une belle perf. Donc voilà, vous y avez été vous aux US les gars. Qui c'est qui vous a le plus impressionné et est-ce que quand vous y étiez, vous auriez pu imaginer les classements qu'on voit aujourd'hui là? Vas-y. Oui. De toute façon, la hiérarchie, il n'y a pas 15 pilotes qui peuvent gagner une finale en 4,5. Voilà. Justin Hill, on sait qu'il a vraiment le potentiel pour rouler devant. Maintenant, ce week-end, il a réussi à mettre un peu tout bout à bout pour faire 5. C'est vraiment une belle place. Hein. C'est pas mal du tout. Après, devant c'est les Galactiques. Hein. Ils sont incontournables. Ils ont vraiment tout en main pour dominer la discipline. Nous, on les voit, on y va chaque année. On a la chance de les voir à l'entraînement. Voilà, c'est des machines. Ils sont tous les jours sur les circuits. Ils font 60 tours de circuit par jour. On parle d'un terrain de supercross en plus d'une minute. Hein. C'est des sacrés entraînements. Et puis voilà, ils sont tous les jours en construction pour être les meilleurs. Moi, franchement, je suis vraiment impressionné par Roczen. Pas par rapport à ses résultats. On connaît Roczen depuis qu'il a 16 ans.
moi, ce qui m'impressionne, c'est de revenir de là où il est revenu, quoi. Je veux dire, on se souvient, Ricky Johnson a arrêté sa carrière parce qu'il s'était cassé un poignet. Il y a plein de pilotes qui ont arrêté leur carrière sur des blessures qui étaient ridicules par rapport à la blessure à Rogzen, quoi. Je veux dire, et lui, il s'est reconstruit, il a un mental de folie. Et peu importe qu'il fasse 1, 2, 3, 5, c'est pas le problème. C'est juste magique ce qu'il fait. Ouais. Vous qui êtes des pros là, dans l'entraînement, vous en pensez quoi des pistes d'entraînement aux US sur lesquelles ils s'entraînent en supercross? Moi, de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment différentes des pistes qu'ils retrouvent les week-ends. Et j'ai l'impression aussi qu'ils s'entraînent souvent sur des pistes neuves. Mais après, c'est pareil, je ne suis pas avec eux toute la semaine. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. J'ai l'impression que souvent, ça arrive en AM1, ils sont perdus complets parce que la piste est vraiment différente de ce qu'ils ont connu pendant 3 mois à l'entraînement. Est-ce que vous pensez qu'avec les moyens qu'ils ont, ils ne pourraient pas varier un petit peu plus les pistes à l'entraînement? Des pistes, ils en ont pas mal. À part le terrain privé de chaque marque, où ils passent quand même 90% du temps, je pense. Et là, je te rejoins, c'est le même terrain tous les jours. Il n'y a pas d'ornière, parce qu'il est arrosé, il est entretenu. Il n'y a jamais d'ornière, jamais rien. Et quand on voit le week-end, le champ de mine que c'est, là, je suis d'accord avec toi, il y a un décalage. Après, des terrains, ils en ont quand même plein aux alentours. Tu sais, autour de Temecula, il y a peut-être 6-7 terrains de supercross ouverts à tout le monde. Donc, c'est un abonnement tous les mois, mais eux, je ne pense pas qu'ils aient un problème financier pour le prendre. Ils ont beaucoup de possibilités de rouler. Maintenant, les terrains sont toujours neufs, je suis d'accord. Ouais, mais justement, tu vois, des gars comme Tomac, Webb, Musquin, Roczen, ils sont isolés de leur côté quand même. Tu les vois rarement sur la piste de Milestone, tu vois, ils y vont pour faire du testing un petit peu, mais j'ai l'impression qu'ils s'entraînent quand même souvent sur le même terrain. Après, je pense qu'ils ont raison, plus que moi, parce qu'ils le prouvent avec les résultats, mais je trouve ça bizarre en fait. J'ai pas trop d'explications. Je suis d'accord avec toi. C'est étrange. Ça doit être lassant en plus. Maintenant, pour le testing, c'est bien, mais ça doit être lassant. Et puis, tous les week-ends, les terrains changent. Et quand tu roules sur le même terrain tout le temps, après, ils sont tellement doués que je ne pense pas que les trips, c'est toujours les mêmes. Finalement, en taille, ça ne change pas, ça. Mais je veux dire, on le voit tous les week-ends. Au 4e tour, il y a tout qui passe. Donc, est-ce que c'est pénalisant vraiment? Je ne sais pas, William. Après, je pense que c'est aussi une question de sécurité. Ils se protègent à l'entraînement en fait pour pas être confrontés à des pilotes qui font des erreurs de pilotage devant eux ou à des pilotes qui maîtrisent pas la discipline aussi bien qu'eux. Et je pense que c'est quand même très très protecteur d'avoir leur terrain privé. Ensuite, ils ont tous plusieurs terrains quand même aujourd'hui. Hein. À l'époque, on y allait, il y avait un terrain Yam, un terrain Kawa, un terrain Honda, point barre. Aujourd'hui, Kawa, ils ont le terrain au bord du freeway, ils ont un autre terrain dans les collines, ils ont un terrain à Glen Helen. D'ailleurs, à Glen Helen, ils en ont 2 sur des paliers. Donc, il y a l'ancien Villopoto plus celui-là Pro Circuit. Donc, KT Husky, dans la colline, ils en ont 2, un côte à côte. Je crois qu'ils inversent les jours par rapport aux 2 marques pour pas que les pilotes roulent ensemble, mais utilisent les 2 circuits. Ensuite, ils ont le nouveau terrain d'entraînement KT Husky autour des nouveaux locaux KT Husky. Je crois qu'il n'y a que Honda qui a un seul circuit, mais je crois qu'il fait le double des autres en taille. Donc non, ça. Chez Yamaha, ils ont construit un nouveau circuit à côté de l'ancien. Et ils inversent aussi les jours entre, je crois, Yamaha Factory et Star Racing. Je crois que ça inverse aussi. Donc, ils essayent quand même d'avoir de la diversité avec des hoops différents, des enchaînements différents. Et ça travaille quand même vraiment dans la bonne direction. Kylian, est-ce que tu t'es déjà entraîné ou est-ce que tu as déjà roulé sur un terrain au format US? Je ne sais pas où tu t'entraînes en Supercross, mais est-ce que tu as revu la différence de tes propres yeux entre les terrains US et les terrains du SX Tour? J'ai jamais eu l'occasion de rouler sur un circuit typé US, parce que les enchaînements, déjà parce que j'ai jamais eu l'occasion, et en visuel, j'ai déjà vu, oui, mais les circuits, c'est pas trop la même chose. Hein. C'est Genève le plus gros que tu as fait, qui t'a un peu choqué par rapport au petit de Metz. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon plus gros circuit de Supercross que j'ai roulé, c'est Genève. Donc c'est quand même un cran au-dessus, on va dire, par exemple, que Lyon ou Amnéville.
Mais aux US, c'est des enchaînements plus serrés, les bosses sont plus grosses. C'est un niveau au-dessus, je pense. Ouais. William, tu nous parlais tout à l'heure d'un pilote impressionnant, en l'occurrence Ken Rogzen. Moi, un autre pilote qui m'impressionne, c'est Adam Cianciarulo. J'ai rarement vu, alors de mémoire, vous allez me dire peut-être si vous vous en rappelez, mais un pilote 2,5 passé en 4,50 qui dès la première année arrive à scorer ou à être devant. Alors malheureusement, enfin, il chute, il a pas assez de réussite, mais en tout cas il a la vitesse, notamment en finale. On a vu certains pilotes qui passaient du 2,5 au 4,50 avoir la vitesse peut-être en série, mais pas scorer en finale. Je pense à Osborne, je pense à Osborne pour l'instant, c'est tout, j'ai que lui en tête. Ouais, après, t'as eu quand même des mecs comme McGrath qui avaient le titre la première année, leur remonte un peu à loin. Justement, mais Dungey aussi. j'allais en venir à ça. J'allais venir justement qu'on a vu que des pilotes qui ont scoré gros les années suivantes, c'est-à-dire Dungey, Stewart, Carmichael, McGrath, que des pilotes comme ça qui plus tard ont eu une très très gros palmarès. Donc c'est plutôt tu parles plutôt des Weimer, des Tickle, des gars. Weimer, Tickle, tous les pilotes qui ont scoré en 2,5 et qui en 4,50 se sont un peu effondrés. Wilson, voilà, qui ont fait pas effondrés, mais ils font des top 10, quoi. Voilà. Plessinger, surtout, d'ailleurs, même. Bon, Cianciarulo, honnêtement, par rapport à son gabarit l'année dernière en 2,5, c'était prévisible que sur la 4,5, ça allait être du solide. Ce qui est bien, c'est sa vitesse de pointe, en fait. Mais tu parles du gabarit, mais justement, je pensais à Plessinger. Oui, tu vois, oui, après, Plessinger, l'année dernière, c'était un avion en 2,5, mais dans la gestion à côté de la course, je suis pas certain qu'il soit vraiment très très sérieux pour être un gros candidat en 450. Je sais pas s'il est assez focalisé sur ses objectifs. Là, on parle vraiment du championnat US 4,5. Je veux dire, t'as pas le droit de... T'es un pilote 4,5, t'as pas le droit de gagner une finale et sauter dans une flaque et de te rouler dans l'eau, tu vois. Je sais pas, enfin, ça correspond pas à un podium en 4,5, quoi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut focaliser sa vie sur le SX, le MX pour y arriver. Ben, je pense simplement qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Il n'y a pas la place pour tout ça. Si tu veux jouer avec Webb, je veux dire, Webb, c'est le mec, je veux dire, tu le vois, déjà faire un sourire, ça lui coûte, tu vois. Webb, Tomac, Marvin, c'est des mecs qui s'amusent pas, quoi. Ils sont pas là pour jouer. C'est l'élite du sport, donc t'as pas le choix. Si tu veux jouer avec eux, il faut être dans tes objectifs à 200%, quoi. Ouais, exactement. Et Cianciarulo a l'air d'y être là. Ah ben là, Cianciarulo, ce qui lui manque, c'est la constance. Hein. Parce que ce week-end, il a fait la pole ou pas Encore, ouais. Ce week-end, oui, il fait la pole, ouais. T'imagines, il a fait la pole. Quant à la vitesse, le plus facile, après, c'est d'avoir le physique pour tenir la manche. Mais quant à la vitesse de pointe, t'as de l'or en barre, quoi. Je veux dire, le plus dur, c'est d'aller vite sur une moto, vous le savez. Ouais. Et une fois que tu vas vite, après, c'est les ingrédients qui font que tu as le physique, tu as le mental, tu as la confiance. Et puis là, jusqu'à maintenant, ça marche pas trop parce que quand il est vraiment bien, il se met une cabane. Mais voilà, c'est le 4,5, c'est l'apprentissage. C'est des manches qui sont super longues. À un moment donné, une petite déconcentration et puis ça tombe, quoi. Si je me trompe pas, il a mis pas mal de temps pour arriver au gros niveau 4,50, non? Première année, c'était ça. Ouais. J'ai pas entendu. Qui? Ouais, je crois qu'il n'est pas arrivé de suite en 4,5. Hein. Non, quand il était chez Yam, il a eu beaucoup de mal pendant 2 ou 3 saisons et il a eu une dernière chance chez KT l'année dernière, il a eu le titre. Donc voilà. Regarde, Cianciarulo, en rapport de Webb, c'est carrément magique. Il a 3 ans d'avance, quoi, finalement, aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Et pour la question de qui nous a impressionné là-bas, moi, je parle au nom de tous les deux, c'est Jet Lawrence. Voilà, c'est magique. Dire, à cet âge-là, arriver à mener une finale, bon, en panique un peu quand même, hein, il était un peu en survival à partir de la mi-course quand il est tombé, mais bon, à 16 ans, forcément, l'émotion, le stress et tout, c'était dur, mais voilà,
on n'a pas vu ça souvent, je pense. On en parlait avec David Villemain au resto et il a dit que si, en fait, c'était qui le dernier? Bracho. Donc on l'a déjà vu. Ouais, ça remonte. C'est vrai que c'est pas souvent non plus, quoi. C'est vrai que non, c'est beau de voir ça. Et le deuxième qui m'a impressionné, c'est Dylan Andis. Là, tu veux un mec déterminé, je pense que tu l'as, quoi. Vraiment, il n'est pas là pour enfiler des perles. Et je pense c'est un gros bosseur. Et avec David à côté, de toute façon, ils ont le même état d'esprit. C'est deux gros bosseurs. Ils ont un mental d'acier. On a vu David en tant que pilote et en tant qu'entraîneur. Et Dylan sur la piste, je te promets que j'aimerais pas être devant. Et il n'est pas plus dirty rider qu'un autre. Il sait pourquoi il est là. Et voilà, tu passes pas 10 minutes derrière un mec qui te gêne. Non, moi, j'ai vraiment adoré son implication. C'est vrai ce que tu disais, William, par rapport à la concentration, tu sais, de Plessinger et tout ça, un mec comme Jet Lawrence, il est très jeune, hein, mais à côté de la piste, il est un peu foufou, tu vois. Quand il donne des interviews et tout, il est vraiment décalé. Il n'est pas encore trop focus. Tout à l'heure, tu parlais des 4,5, tu parlais pas forcément des 2,5. Est-ce que tu penses qu'on peut être très fort en s'amusant à côté en 2,5 par contre? Oui, après en 4,5, tu sais, on a un peu le cas atypique de Jason Anderson aussi, Ouais. qui est champion il y a 2 ans et qui est quand même dans une vie décalée. Je pense qu'il est super sérieux à l'entraînement. Je pense que c'est un bosseur autant que les autres. Par contre, il a plus une image un peu décalée avec ses potes, de faire de la trottinette et tout ça. Parce que c'est mexicain, ça. Mais ouais, Jet Lawrence, franchement, moi j'adore. J'adore parce que quand tu le vois rouler, tu dis, mais quand même, il a 16 ans, quoi. Tu dis, mais comment tu peux avoir un bagage technique aussi important à cet âge-là? C'est de la folie. C'est où Anaheim 2, il mène la finale, il mène toute la finale, je veux dire. Et Dylan derrière, il était supersonique, mais pendant plus de la moitié de la finale, il lui reprenait pas 1 mètre. C'était impressionnant. Après, 16 ans, il lui manque du physique, il lui manque encore quelques petits détails qui vont faire qu'il va être vraiment, vraiment inquiétant. La maturité, tout court. Ouais. Ouais, après, il faut espérer qu'il revienne après sa blessure au même niveau rapidement. Parce que c'est vrai on sait que les blessures allument un peu la lumière rouge au niveau du cerveau. Ouais. Et qu'à un moment donné, la flamme est plus la même. Maintenant, à 16 ans, c'est une clavicule. Hein, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas une grosse blessure. Vous allez me dire ça à moi. 16 ans, une clavicule. t'en as eu fait 3 toi à cet âge-là déjà. Après, en revenant à Jet Lawrence, moi je regrette vraiment que sur une finale comme Anaheim, il n'y ait pas des gars sensés dans sa structure, dans son entourage, qui lui expliquent que faire 3 c'est génial, quoi. Tu vois, c'est quand tu vois une interview qui dit moi je peux pas accepter de faire 2. T'as 16 ans, tu écoutes ce qu'on te dit et tu fais pas ce que tu veux, quoi. Déjà, ou sinon tu pars avec les médecins de chez Alpine Star et tu as raison. Voilà. Comme tu disais, à quoi 5-6 tours de la fin, on voyait déjà qu'il avait la langue qui traînait par terre, qu'il était cuit physiquement. Il était en perdition, ouais, mais il a failli se faire mal bien 4 ou 5 fois sur cette finale. Le camelback avant l'arrivée, là. Attention, le Dragon. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. C'est vrai que là, les panneauteurs auraient dû dire de se calmer un peu. Une seconde ou troisième place à son âge, c'est un titre l'année d'après, quoi. Ça faisait partie du processus de construction. Ouais. Tu vois, il en aurait peut-être gagné une le week-end d'après ou le week-end suivant. Mais il y a des marches, et il faut les gravir en étant régulier et concentré. Ouais, sensé, quoi. Donc du coup, si on parle rapidement du 2,5, côte Est, Shane McElrath qui gagne devant Sexton, Jeremy Martin, belle 3e place pour son retour, Marchbanks 4 et Smith 5. Donc c'est vrai qu'on a vu McElrath qui l'année dernière n'était pas si rapide que ça, gagner avec les mêmes temps au tour, quasiment les mêmes temps au tour que Sexton, donc de bons temps au tour.
Donc vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est un adversaire sérieux pour le titre? Ben, McElrath, franchement, il a quasiment tout le temps réussi ses ouvertures de saison. Hein. Sur les dernières années, McElrath il est toujours présent. Après, il a un passage à vide. Il a un passage à vide sur le milieu du championnat ou même sur la troisième épreuve, il a un passage à vide. Je pense que cette année, chez Star Racing, ça va être différent parce qu'ils sont vraiment bien suivis. Ils sont bien entourés. Et je pense qu'il est parti de là où il était parce que c'est ce qui lui manquait. Et de toute façon, c'est sa dernière chance, je crois, non? Après, il est obligé de passer en 4,5. Alors ça, justement, Exact, la ouais, règle, ça avait failli arriver l'année dernière. c'est Ouais. si Voilà, c'est il ça. a le titre, non? C'est par rapport au nombre de points, ça. Ouais, mais il a déjà atteint le nombre de points, je crois, non? D'accord. Ouais, c'est pour ça que l'année dernière, il avait lâché l'affaire. Ouais. Ah oui. Mais je reviens sur McElrath. Vas-y, William, fini. Pardon. Par rapport à son inconstance en 2,5, ça va être compliqué en 4,5, quoi. C'est sûr que le passage va être un peu dur. Ouais, ça va être Savati. Vas-y, excuse-moi. C'est toi la star ce soir. Ouais, je dis ça va être un peu du Savati, ça va être un peu du pilote comme ça, tu vois. Et Davalos. Davalos, voilà, c'est des super pilotes, mais ça reste milieu de tableau, quoi. Et Bobby nous dit dans le live que la Yam 250 a l'air d'être au-dessus du lot dans cette catégorie-là. Vous en pensez quoi, vous, de la moto? Ouais, en fait, je voulais parler de ça par rapport à McElrath, justement. Et Smith, qui l'année dernière était chez KTM Trolley Designs, il se plaignait vraiment de la machine. Alors que la KT, partout dans le monde, tout le monde dit que c'est la meilleure. C'est quand même un team officiel, KTM. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt ces pilotes-là qui avaient fait le tour de cette moto, ça a été leur team depuis longtemps? Est-ce qu'il fallait qu'ils changent? Ou est-ce qu'il y a vraiment un problème avec cette moto et maintenant qu'ils ont des bonnes motos tous les deux, ils roulent mieux, quoi? Bon, Smith, il fait 5, il gagne pas, mais vous en pensez quoi de ça? Je sais pas, je suis pas dans la structure. Nous de l'extérieur, on voit que les structures elles sont identiques de l'extérieur. Après, ça dépend des programmes d'entraînement, ça dépend du suivi à l'entraînement, ça dépend de l'entourage de la structure. Et ça, dans des structures, il y a des bonnes personnes, dans d'autres structures, il y a des personnes moins compétentes. Et ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je parle de moto, tu vois, et eux ils se plaignent de la moto, mais c'est pas ça en fait, c'est plutôt le package complet. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu vois aux yeux. Allez, ça coupe là, non? Non, t'entends. C'est bon, tout va bien. Par contre, aux US, tu vois, on a parlé avec un motoriste d'une marque que je tairai. Et apparemment, dans la structure, c'est un enfer, quoi. Tout fonctionne mal. Presque, il y a du budget, mais mal réparti. Et c'est un bordel sans nom. Alors que toi, tu vois la vitrine, tu vois une semi-officielle, tu penses que c'est un truc de dingue. Mais derrière, non, c'est la pagaille. Donc, est-ce que les pilotes n'ont pas aussi un ressenti de cette désorganisation? Mais après, ça, je ne suis pas dedans, hein, je ne peux pas te dire. Hein. Là, tu parles de KTM Trolley, c'est ça? Non, je ne parle pas de KTM. Hein, chez KT, c'est Bijoux, c'est Trolley, c'est un des plus beaux teams. Mais tous, c'est beau. Et voilà, on sait officiellement que dans l'un de ces teams, c'est le bordel. Ah, okay. Mais de l'extérieur, tu ne peux pas le voir. Donc, en fait, ça, on peut pas le savoir. D'accord. Et justement, on avait une question tout à l'heure sur le live, alors je ne me rappelle plus qui l'a posé, mais par rapport à Brian Moreau qui a chuté, on le sait, qui s'est malheureusement fracturé la cervicale C7, si mes souvenirs sont bons. Il y a des photos qui circulent, qui montrent un peu les secouristes qui le sortent un petit peu, voilà, pas comme ils devraient le sortir pour une blessure comme celle-là. Vous avez déjà vu ce genre de choses aux US ou pas, vu que vous y êtes assez souvent? On voit souvent des grosses chutes, mais ils sont exemplaires, les gars. Ouais. Franchement, à chaque fois qu'on est dans les gradins, vous avez vu la course de Glendale. Glendale, la première Triple Crown, il y a eu 3 drapeaux rouges, je crois. Et ils n'hésitent pas à la sortir. Voilà, il y a Chris Blows qui s'est cassé l'avant-bras dans les hoops. Il était assis sur le bord, pas en grand danger. Ils n'ont pas hésité une seconde à sortir le drapeau rouge.
Et ils ont bien mis 7 minutes à l'évacuer en prenant toutes les précautions possibles. Et c'est justement ce qu'on voit tout le temps aux US. Ils prennent toujours le temps de sécuriser, de protéger les pilotes, de prendre soin d'eux et de surtout rien faire avant qu'il y ait un diagnostic. Ensuite, sur la chute de Brian, on n'a aucune information. Il y a 2 photos qui traînent, il y a des communiqués qui sont complètement flous. Maintenant, les photos, c'est vrai que ça fait pas plaisir quand tu vois les mecs le porter comme ça. Bien sûr. Tu m'as dit tout à l'heure, il est assis dans la mule Astérix, non, le Bilstar. Ouais. Et quand tu te dis, s'il a une vertèbre cassée, c'est pas prudent du tout, je suis d'accord. Ouais. Mais honnêtement, nous, on n'a jamais vu ça là-bas. Oui, c'est vrai, quand c'est là, c'était à l'entraînement, quand c'est en course, on le voit jamais. On voit jamais ça. Donc. T'as raison. Ouais, peut-être pas à l'entraînement, ils sont moins prudents. Non, à l'entraînement non plus, c'est pareil. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça là. Ouais, il y a eu un loupé, quoi. C'était le début, c'était le deuxième tour, je crois, des essais libres. Je sais pas. Après, c'est un concours de circonstances, peut-être. Hein. Je sais pas. Ouais. De toute façon, on n'y était pas. Bon, voilà. En tout cas, c'est dramatique. Blessure grave. On espère qu'il va revenir. On espère avoir des nouvelles rapidement. Et c'est vraiment une chose qu'on souhaite à personne. Ouais, c'est triste. Voilà, un bon courage. Et puis toutes les mauvaises langues qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu vois, qui disent que c'est bien fait parce qu'il est parti trop tôt, etc. C'est bien fait pour personne. Parti trop tôt, trop tard, c'est jamais bien fait, ces histoires. Et le pauvre jeune, je veux dire, forcément, on t'appelle à cet âge-là pour aller chez KTM Troy aux US, tu dis oui, n'importe qui dit oui. D'accord. Exactement. C'est le rêve ultime. Et puis, d'après ce que j'ai compris, ce jeune n'a pas eu une vie si facile que ça non plus. Il est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein. Donc, c'est un battant, on l'a vu de toute façon dans tout ce qu'il a fait. C'est un battant, il a envie. Et ben, c'est normal qu'il soit parti, c'est normal. Un peu tôt ou pas, c'est même pas le problème, on s'en colle. C'est juste normal qu'il ait dit oui. Et il a travaillé tout l'hiver, apparemment ça allait. Et voilà, ben, des fois ça arrive, hein. C'est triste, mais ça arrive. Hein. Après, les réseaux sociaux, franchement, pour des jeunes de 16, 17, 18 ans, c'est juste une catastrophe. C'est une tuerie. Hein. Ce week-end, on a eu deux faits marquants, moi, qui m'ont rendu fou. Hein. La chute de Brian et la photo de Stewart avec Chadrid, qui est juste une photo magnifique. Quand on connaît l'historique des 2 pilotes, et on voit une photo de tous les 2 en train de discuter derrière un camion et de sourire et de voir qu'ils passaient un bon moment, ben, la priorité des gens, c'est de dire que Stewart, il a pris du bide. Je veux dire, mais t'as rien d'autre à faire dans ta vie que prendre 3 minutes pour marquer ça sur Facebook ou qu'est-ce que t'as fait là, Instagram, surtout pour pouvoir marquer ça? Voilà, j'ai vu un commentaire sur un, je sais pas où, un mec qui s'est pris la tête parce qu'il disait que Stewart avait pris du bide et il disait que lui, il avait 53 ans, il faisait le Mont Ventoux en 1h40, qu'il avait le ventre plat. Mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne? Je veux dire, t'as 53 ans, mais t'as fait quoi dans ta vie par rapport à Stewart? Ben, le Mont Ventoux. Oh, super. Mais voilà, Stewart, est-ce que t'as vu le gabarit de son père? Je veux dire, et Stewart, c'est rien. Carmichael, ça lui a fait tellement mal, les critiques, les machins. On l'a vu là, il est sec comme un clou. Il a été se faire couper l'estomac, un clou rouillé. Je veux dire, Eric Sorby, regarde comme il était. Eric Sorby, ça lui a tellement fait mal, les critiques des gens et tout. Eh ben, il a été se faire opérer. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Tu es comme tu es. Tu es un sédentaire moyen, tu as arrêté ta carrière, eh ben, tu rentres dans une vie normale et tu es comme ton voisin ou comme le voisin de ton voisin. Sauf que tu as fait quelque chose de ta vie. Voilà. Sauf que toi, tu as des souvenirs, eux, ils n'ont rien. Voilà. Ouais, après, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a les mauvais côtés des réseaux sociaux et ça en fait partie. La critique facile, le fait de se cacher derrière un écran, et c'est beaucoup plus facile sur les réseaux. Le petit Brian Moreau, il y a des gens qui le jugent par rapport à son regard, par rapport à sa... Ils disent, ouais, il a une tête de boxeur, il est désagréable, mais c'est un pilote, point, je veux dire. Respecte-le. Pourquoi tu vas juger le jeune par rapport à son apparence? Ça devient n'importe quoi. Surtout qu'il y a la vision réseaux sociaux et la vision réelle. Et là, c'est là que les gens se trompent avec les photos de Brian sur les réseaux sociaux et la vraie vie, ce que le gamin est dans la vraie vie. C'est là où il y a une sacrée différence. En plus,
le mec qui va mettre un commentaire assassin sur Facebook, le week-end prochain, il sera à la Capelle en train de lui demander ses lunettes ou ses gants. Je veux dire, tu te dis, mais c'est... Ça n'a pas changé ça, non? Ça a toujours été le cas dans ce milieu. Il y a les réseaux sociaux maintenant, donc en fait ça transpire encore plus, mais ça existait les gens idiots avant aussi. Ça a toujours existé, mais je pense que ça peut vraiment déstabiliser un sportif. Un sportif qui est un peu attentif à tout ça, je pense que ça peut vraiment le déstabiliser et c'est dramatique. C'est dommage. On va poser la question à Kylian du coup. Est-ce que tu regardes un peu les commentaires, Kylian, tu vois, sur tes réseaux à toi? Qu'est-ce qui se passe un peu? Ou est-ce que ça t'affecte? Est-ce que justement ton père est là pour te dire bon, lève la tête, c'est bon, ça sert à rien, il n'y a que des cons? Enfin voilà. Comment ça se passe? Non, je prends pas trop de critiques. Donc, mais après, quand on me critique par exemple pour la vidéo au Supercross, il y en a toujours un ou deux qui mettent des commentaires Ouais, mal, on va dire. Mais je passe au-dessus, il y en a toujours et il y en aura toujours, donc ça, j'essaye de faire abstraction avec ça et voilà. Après, Kylian, il n'est pas encore très ciblé là-dessus, il y a rien de mauvais à dire sur lui. Tu vois, il y a pas trop de... Ça commence un peu les jalousies peut-être dans la ligue et tout, mais on ne peut pas dire de mauvaises choses sur lui. Maintenant, ça arrivera peut-être un jour, hein. Mais il faut se blinder là-dessus et voilà. Je sais qu'il y a plein même de stars de télé ou de stars de cinéma qui se sont enlevés de Twitter parce qu'apparemment Twitter c'est le pire de tout, je crois, hein. Et le pire, c'est quand tu fais un live avec MX Réflexion, tu reçois des menaces de mort dès le lendemain, normalement. de quoi? Quand tu fais un live avec MX Réflexion, tu reçois des menaces de mort dès le lendemain, normalement. Ah, mais je me languis déjà. Non, on parle justement de ça, mais et on en parlait tout à l'heure aussi. C'est vrai que Dylan Ferrandis, par rapport à ça, il a été très très fort mentalement parce qu'il s'est fait huer. Il s'est accroché un peu avec Craig sur le sol américain. Donc pas mal de critiques pendant une semaine. La semaine d'après, il fait une course d'anthologie. Donc par rapport à ça, il faut avoir quand même un mental très 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 fort pour arriver à rebondir aussi vite. Et justement, on en parlait sur le live et moi je disais que ça risquait peut-être de l'affecter sur le week-end suivant et au final pas du tout. Donc c'est fort, quoi. C'est vrai, après comme on l'a dit, Dylan il sait pourquoi il est là-bas, hein. Et il y a eu une interview de lui où il a dit que c'était rigolo, mais il a dit que c'est lui qui encaisse le chèque et c'est pas le mec qui fait 200 kilos dans les tribunes qui est en train de le siffler qui va mettre le chèque à la banque. Ça m'a fait rire parce que c'est tellement la vérité. Dylan, il travaille depuis qu'il est petit, fort, tous les jours, et de plus en plus pour arriver là. Et voilà, ça va continuer quand même, hein. Ouais. Maintenant, quelque part, nous, quand on l'a vu en AM2 qui s'est fait siffler sur le podium, honnêtement, il avait les yeux, il a mal encaissé la première fois, j'ai l'impression, en tout cas, hein. En direct live, la première fois, c'est bizarre. Quand tu as 65 000 personnes qui te bouent, qui te huent, on dit, qui te huent, je pense que c'est dur. Mais je pense pour un mec comme lui, le lendemain, c'était voilà, c'est un guerrier, tu vois. Donc il est là pour faire la guerre et gagner, puis c'est tout. Le reste, tant pis. Il s'est fait huer longtemps aussi quand même, hein. Ouais, mais lui aussi, quand on parle de quelqu'un qui est focalisé sur ses objectifs, lui aussi c'est fort, quoi. Donc, c'est ça, et on connaît tous le côté chauvin des Américains. J'adore ce pays, j'adore les Américains, mais ça, ils sont chauvins. D'ailleurs, si en France on était un peu plus, ça serait pas mal non plus, hein. Mais ils sont chauvins, ça fait partie du jeu. Quand tu es français, que tu vas là-bas, tu sais que ça peut arriver. Surtout quand tu veux t'imposer virilement, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Comme tu as dit tout à l'heure, comme William a dit tout à l'heure, le jour où il sera champion, ils viendront lui demander son maillot et puis ce sera fini, quoi. Voilà, c'est normal. Et puis je pense vraiment que le fait d'avoir David à ses côtés, je pense que sans David, il aurait été beaucoup plus affecté. Et la semaine entre les deux Supercross, on y était. Et je peux te dire que David a fait un gros travail pour le protéger, pour le refocaliser sur ses objectifs et pour qu'il sorte la course qu'il a sortie le week-end d'après. Je peux te dire qu'ils ont fait un gros travail dans la semaine. Non, c'est une belle équipe, les deux, vraiment, hein. Ça fonctionne super bien, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air de fonctionner très très bien. C'est vrai que là aussi, il faudra voir. Moi, j'attends de voir le passage en 450. Parce que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de pilotes qui ont été très bons en 2,5 et assez peu quand même, en pourcentage, qui ont réussi à percer d'entrée. Donc j'attends de voir, parce que c'est vrai que le duo a l'air de fonctionner. Donc j'espère que ça fonctionnera comme ça en 450 aussi, même quand les résultats tardent un peu à venir, quoi. Après, tu as vu qu'à Paris, ils savaient mener une 450 aussi quand même, hein. Ouais.
Donc, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Hein. Après que ça réussisse de suite ou pas, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a pas de. Dire non, il est solide. Voilà, il sait pourquoi il est là. Et non, je pense que ça marchera sans problème. Je pense. Autre français, c'est Cédric Soubeyras qui fait 12, il me semble. Alors j'ai regardé jusqu'à la fin, il me semble que c'était 12e, en bagarre toute la manche avec Josh Hill qui est revenu sur le championnat de demi. Vous pensez quoi, vous, de ça? D'un ancien pilote qui revient? C'est vrai que Josh Hill, on l'avait vu au Supercross de Paris faire la mécanique pour son frère il y a 1 an ou 2 de mémoire. Et là, on le revoit sur une course, 13e place pour un pilote qui avait arrêté. C'est plutôt pas mal. Carrément, on adore, on peut que adorer ça, c'est beau, quoi, c'est beau. Et je sais pas ce qu'il a fait ces 2 ou 3 ans là, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est magique, c'est un plaisir de voir un mec revenir et être à ces places-là. Et pour Cédric, c'est bien ce qu'il fait, je trouve que c'est bien. Je pense qu'il vise le top 10 et il y est pas loin. Pour la première épreuve. Il y arrivera, hein, il est déterminé, il y arrivera au top 10. Ouais, facilement, ouais. Il sait ce qu'il veut lui aussi quand même. Hein. Donc, non, j'ai pas de doute là-dessus, ça peut que bien se passer. Apparemment, en plus, il est au bon endroit, il a une bonne moto, je pense que ça a l'air d'aller. Pour lui, cette année, ça devrait être sympa, quoi. Ça devrait le faire. Du coup, au championnat, on a Tomac, 155 points devant Roxen à 4 points derrière. Webb qui a 144 points. Barcia et Cianciarulo qui est 5 avec 128 points. Donc voilà, on a on va dire les 4-5 premiers qui sont à une trentaine de points. Donc ça devrait nous offrir de belles bagarres parce que, faut le rappeler quand même, le championnat est long en 4,50. Il peut se passer pas mal de choses. En début d'année, on ne voyait pas Webb être dans les devants. Et c'est vrai qu'il est vite remonté. Donc ça peut tourner rapidement à l'avantage d'un des 5 premiers, quoi. Ah ben là, ces 5-là, quand même, pour dire qui c'est qui va être champion, c'est compliqué. Hein. Moi, perso, je me dis que Tomac, dans un bon jour bien déterminé, il est intouchable. Ouais. Et en SX et en motocross aussi, hein. Encore pire même, je crois. Mais bizarrement, je ne m'explique pas ces performances un peu en dedans. Ouais, les mauvais jours, on n'arrive pas à les expliquer chez lui. Non, pour moi, c'est pas technique, hein, en tout cas. C'est pas la moto non plus, je sais pas. C'est forcément mental, mais pourquoi, j'en sais rien. C'est bizarre. Mais en tout cas, Tomac déterminé, je le mets devant. Roxen, il est déterminé tout le temps. Après, tu as vu, depuis l'année dernière, il a des petits problèmes. Il a eu du mal à l'expliquer aussi. Il pensait que c'était réglé. Bon, c'est en partie réglé. Mais des fois, il y a un peu une inconstance. Je sais pas pourquoi non plus. Mais du coup, tu vois, ils ont tous leurs jours, leurs défauts, leurs trucs. Et ça fait un championnat magique, quoi. C'est magique. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de Carmichael qui dominait ou de McGrath qui dominait, qu'on savait gagner chaque week-end. Là, on a quand même 3-4 pilotes qui sont capables de gagner, donc c'est pas mal. C'est clair. Ouais. Après les années, t'avais Carmichael, Stewart, c'était quasiment les 2 seuls qui avaient un camp d'entraînement dédié pour la réussite. Et aujourd'hui, tu prends tous les galactiques, ils ont des camps d'entraînement de folie. Et du coup, ça nivelle et ça attire tout le monde vers le haut. Et c'est important. Pour en revenir un peu à Webb en début de saison, qui était un peu décevant, je pense que Marvin y a beaucoup manqué à l'entraînement. Je pense que l'année dernière, il n'aurait jamais pensé en début d'année être plus rapide que Marvin. Je pense qu'à l'entraînement en Floride, il devait se poser des questions parce que Marvin était vraiment plus rapide. Et je pense que cet hiver, dans sa préparation, le point de repère de Marvin lui a manqué. Et en début de saison, je pense qu'il était un peu limité en vitesse de pointe. Et il a fallu qu'il remette des choses en ordre en quelques semaines pour retrouver son niveau et se mettre au niveau justement des Roxen, des Tomac, des gars avec qui il se doit de rouler en finale, quoi. Ouais, il manquait ce point de mire en fait, ouais, exactement. Je pense. Il était malade aussi. Après, il y a eu quand même, il a été pas mal malade sur les 2 premières épreuves, donc. Ouais. Il y a pas mal de facteurs qui font. Oui, j'ai une question intéressante de Loris qui nous demande ce que vous pensez de l'échauffement des frères Hill. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu des images quand ils boxent. Est-ce que, selon vous, c'est un véritable échauffement ou c'est plutôt une guignolerie pour amuser le public? C'est Loris qui nous demande ça. Ça, ils le font tous, plus ou moins différemment, mais ils le font derrière les camions, ils le font
ils le font cacher. Et là, c'est juste qu'il y a eu une vidéo de Hill qui met 3 coups de poing dans un boudin. Non, c'était sa femme, ça. C'est pas la même vidéo. Donc, non, c'est bien, c'est important. De toute façon, il faut faire monter le cœur avant de se mettre derrière la grille. Hein. Tu pars pas derrière la grille à 83 pulsations. Hein. Je veux dire, il faut. Là, c'est le SXUS, en bout de ligne droite, il faut être à bloc. Hein. Non, puis la motivation de boxer un peu et tout, tu te mets peut-être dans un mental d'un peu de guerrier. Moi, je trouve que ça a son sens. Ça lui a réussi en tout cas ce week-end. Donc, ouais, voilà, il continue. Ouais, exactement. De toute façon, moi, tous ces mecs, je respecte ceux qui font. Ils font tous du bon travail. Donc, je ne vais pas me moquer d'un truc ou d'un autre puisque ça marche. Donc, tu peux dire quoi? Oui, c'est sûr qu'à partir du moment où ça marche. Puisqu'on dérive un petit peu sur la boxe, William, j'ai une question pour toi. Toi qui étais un petit peu sanguin à l'époque avec beaucoup de sang catalan, est-ce que ça a transpiré sur Kylian? Oh, c'est le PD, le petit, c'est le PD. Dis pas PD, non, pardon. Respecte, c'est-à-dire. Kylian, on l'a fait à 2, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein. Ouais, et j'étais là aussi, je crois. Parce qu'on était 3. T'as oublié ça. Bonjour Céline. Donc, Kylian, on l'a fait à 2 et il a pris les bons côtés de sa maman. Moi aussi. Qui est quelqu'un de calme et posé. Et je suis content qu'il ait pris ça chez sa maman. Je crois qu'il a pris les cheveux aussi. Pas mal de commentaires sur les cheveux. Ah ouais. Ouais, du coup, ouais. Voilà, on a parlé tout à l'heure, si t'es faible mentalement, Kylian, n'y va pas lire les commentaires. Si t'es faible mentalement, demain tu vas chez le coiffeur. De chauve qui parle comme ça. C'est tout. Non, mais c'est vrai, William, c'est marrant parce que Kylian, il est très posé. On en avait parlé un petit peu. On a parlé de toi, William, au Supercross de Paris. Quand on était à table avec Olivier, on se rappelait les bonnes vieilles histoires. Alors, on taira les noms de ceux que tu peux toujours pas recroiser dans la rue parce que je pense qu'ils ont encore mal au nez. Mais voilà. Mais je pense qu'avec l'âge, quand même, tu t'es calmé. Quand tu as raconté une histoire sur, c'était quoi? C'est le Supercross de Genève où tu as dû rentrer le lendemain pour faire passer un CASM ou un truc comme ça. Tu as failli t'énerver. Et puis non, t'es reparti, tranquille. Supercross de Lyon. Ouais. Non, après, ça en valait pas la peine. Ce qui me fait m'énerver encore, c'est l'injustice. Quand je vis une injustice, j'ai du mal à le gérer. Maintenant, au niveau caractère, Kylian est vraiment posé. Je le vois. Tu vois, quand tu es dans un pré-parc, tu as fait le 4e temps chrono et le 5e arrive pour poser sa moto, il te roule sur le pied, par exemple. Ça se fait. Il te roule sur le pied, tu fais « Oh, pardon. » Moi, ça passait pas. Lui, ça lui pose aucun problème, il s'en fout, en fait. Tu vois. Mais c'est une qualité, je suis fier de ça, c'est bien. Ça lui permet de se focaliser plus sur ce qu'il a à faire et pas se laisser perturber par des détails pas très importants, en fait. D'ailleurs, ce week-end, ça m'a fait sourire parce que, je sais pas si vous avez vu, à la Capelle, il y a... c'est votre copain Yannick Ginesta. Oui. Il est redescendu en 125. Je pense qu'il va faire le 125 national. Et du coup, il roule avec les petits en 125. Je trouve ça génial. Parce que je sais pas, Yannick, il doit avoir 30 ans, non, à peu près. Ouais, entre 28 et 30 ans. Ouais, peut-être un peu. Ouais, voilà. Et je pense que des pilotes d'expérience qui descendent en 125, ça amène toujours du positif aux jeunes. Et ça leur sert, quand ils se font un peu bousculer par un ancien, ça leur montre qu'il y a encore du travail. Et ça m'a fait rire parce que ce week-end, Yannick, il roulait avec Kylian en 125 et moi, j'ai roulé pendant des années avec lui dans d'autres catégories. Et c'était rigolo, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça continue, les générations continuent à se croiser comme ça. Ouais, c'est sympathique. Nico, est-ce qu'on passerait Quand pas est-ce que tu redescends à 125, William, pour rouler avec Kylian, du coup? C'est fini, moi je redescends juste l'escalier maintenant, tu vois. Je descends du trafic, je descends du camping-car et le reste, c'est fini. Pas plus. Bon, ça marche. Et les gars, ça fait 1h15. Et il reste une question quand même. Il reste une question pour vous, c'est la question du jour. Et ça,
Je sais que vous l'enseignez dans les stages à CrossUp, ça fait partie du briefing. Pour être bon en moto, il faut avoir un beau kit déco. Et ça, il y a 8 Racing, 8-racing.com. Ça, j'en suis sûr que ça, dans le briefing, ça fait mal, ça. La fameuse kit déco. C'est la base. Mais la question, elle n'a rien à voir avec ça. Et elle est présentée aussi par CBO Group à Toulouse et Agen. Et le meilleur conseil, les gars, que vous pourriez donner pour gagner une seconde au tour. Alors, je pense qu'il y a plus d'un conseil pour ça. Ouais, mais c'est Blaise qui m'a meilleur, préparé cette question de merde. Je suis désolé, hein, je l'ai lu en live là. Tu la connaissais pas, tu l'avais même pas prélu celle-là. Une seconde, honnêtement, on n'a pas la clé. 8 oui. Par contre. Non, un pilote. Alors, prenez l'exemple d'un pilote de niveau Ligue qui roule correctement et qui veut, Ligue A, Ligue B, tant pis, qui roule correctement, qui veut gagner une seconde au tour. Vous focaliseriez les efforts sur quoi? Sur quel domaine? Bah, tu vois, c'est facile à ce niveau-là. Je ne veux pas prêcher pour notre paroisse, mais bon, acheter un kit déco chez 8 Racing, c'est bien, c'est joli, mais ça ne fait pas rouler vraiment plus vite. Alors, j'attaque par là parce qu'acheter un pot non plus, acheter un thé de fourche non plus, tu vois, tu as des motos suréquipées, mais si tu passes pas la 4, si tu ne sais pas faire une impulsion, si tu ne sais pas t'asseoir au bon moment, tu n'iras jamais plus vite. Tu peux mettre une moto d'usine à un pilote de Ligue B, il va sûrement s'éclater la tronche, mais il n'ira pas plus vite. Ben, la solution pour gagner une seconde, c'est une journée de stage avec un bon coach, c'est tout. Tu gagnes une seconde, mais n'oublie pas que tu la gagnes en sécurité. C'est surtout ça qui est important. Et ça, comme tu dis, dans notre métier, c'est tous les jours, on se bat là-dessus, c'est de rouler plus vite, mais en restant en sécurité et d'avoir une grosse marge de progression. Donc, au lieu d'acheter des pièces à gogo, tu fais un mercredi avec William, tu fais un stage à CrossUp. Il y a plein de coachs en France qui ne sont pas tous bons, mais vous choisissez les bons. Et dans une journée, tu gagnes facilement une seconde. Vraiment. Tu crois qu'un pilote doit obligatoirement s'entendre avec son coach pour adhérer à son discours ou pas? Je me mets à la place d'un stagiaire qui peut pas encadrer son coach, c'est-à-dire qui aime pas sa façon de parler, qui aime pas ce qu'il dit. Est-ce que tu penses qu'un pilote comme ça peut quand même progresser, on va dire, si son père le met ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Non, difficilement. Il va entendre le discours du coach qui est peut-être bien ou peut-être pas, mais s'il aime pas, il entendra mais il l'écoutera pas. Du coup, je sais pas si on est d'accord, mais Non, d'accord. pour moi, non, ça amène à rien. Et puis c'est réciproque. Ah oui. Le coach a besoin d'avoir un bon feeling avec son élève. Qu'il soit à l'écoute. Voilà. On parle d'un élève régulier que tu as souvent. En tout cas, moi, de mon côté, les élèves avec qui on n'est pas en phase, ou avec l'élève ou avec l'entourage, moi, personnellement, je leur demande de plus venir à l'école et de trouver un coach qui leur correspond plus pour que l'enfant s'épanouisse et continue dans ce sport, parce que le but, c'est que les enfants se fassent plaisir. Et il faut vraiment être en phase avec son pilote. C'est super important. Mais tu vois, à CrossUp, on n'a pas ce problème parce qu'il reste 5 jours. Donc, on est forcément en phase, on rigole bien, on travaille bien. Et même si c'est pas une relation d'un an, si tu veux. Donc, sur 5 jours, forcément, tout va bien. Tu vois, on n'a pas de problème avec le gamin. Les problèmes n'ont pas le temps d'arriver, en fait, ni avec les parents, ni avec les enfants. Donc, en fait, tout va bien sur 5 jours. Et on les voit 2-3 fois par an, ça va toujours très bien. Maintenant, William, il a des pilotes qui suivent à l'année. Là, oui, dans la relation, elle est importante, très importante. Et la relation avec les parents, presque autant, je pense. Hein. Ah oui. Dire, tu t'occupes un peu de driver la famille, de les aider dans tous les sens. Donc là, oui, la relation de confiance, elle est super importante. Et si tu n'as pas confiance, si tu n'écoutes pas, je pense que ça ne peut pas marcher. De toute façon, ça clash à un moment et ça s'arrête. Donc, je vous dis ça parce que j'essaye d'imaginer un pilote qui veut sélectionner son coach, on va dire, ou son moniteur de stage, et qui va essayer de regarder seulement le palmarès de celui qu'il a en face et pas le feeling. Tu vois, et moi je trouve que c'est une erreur de regarder tel pilote il a été champion de France, tel pilote il a fait 10 au championnat du monde, et peut-être que celui qui aura fait 10 au championnat du monde, il aura un discours qui sera très dur, très carré, qui ne correspondra pas au caractère de certains, et d'autres vont être peut-être un peu comme je l'ai retrouvé quand j'étais venu il y a très très longtemps à CrossUp,
un peu plus fun, un peu plus dans l'amusement, un peu plus dans le travail, mais avec cette touche de fun qui fait que on a envie de continuer un peu plus longtemps, quoi. Il y a- Super. Comment? C'est super important ce que tu dis. Avec William, quand on fait les stages tous les deux, ou à CrossUp ou le week-end, on pleure de rire. Et les stagiaires aussi avec nous, tu vois, on s'envoie des vannes, beaucoup sur ta mère quand même, hein. Ouais, souvent. Et, non, mais c'est vraiment rigolo parce que le motocross c'est dur, c'est physiquement dur, mentalement dur. Il faut aussi détendre tout le monde, et même nous, pour nous, on est comme ça, donc on ne change pas. Mais tout le monde est détendu et ça travaille que mieux. Ça n'empêche pas dès qu'on travaille, il y a une rigueur de dingue. Avec nous, tu peux pas te rater, tu vois. Mais par contre, on rigole tout le temps. Et ça fait vraiment des bonnes journées. Et forcément, ça adhère. Sur 2 jours, tu adhères, ou sur 5 jours, ça adhère, ça marche. Et puis quand tu as un élève qui fait quelque chose de bien, peu importe son niveau et peu importe son implication, quand il fait quelque chose de bien, il faut lui dire. Voilà. Moi, je pars du principe où quand je donne des consignes à des élèves et qu'ils réussissent à faire ce que je leur ai demandé, je leur dis que c'est bien, je leur félicite, je les félicite. Et ça, il y en a beaucoup qui ont tendance à, tu sais, être dans le dur. Un élève, quand il est là pour bosser, et il faut surtout pas lui dire que c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Mais c'est comme si toi, au travail, toute l'année, tu travailles comme un fou, et que ton patron, à aucun moment, il te dit que c'est bien. Au bout d'un moment, tu relâches un peu, tu vois, tu te dis, attends, on me félicite jamais, c'est pas la peine. Les pilotes, il faut les encourager, il faut les tirer vers le haut, et quand ils font quelque chose de bien, il faut leur dire souvent. Et après, quand ils font quelque chose de pas bien, il faut leur dire aussi. Mais il ne faut pas oublier de les encourager. Tu vois, CBO, par exemple, j'espère que tous les jours, ils vous disent que c'est bien ce que vous faites pour eux. Oui. Je ne sais pas si vous êtes... Je ne les connais pas. Donc CBO, je suis sûr que tous les jours, ils vous remercient de ce que vous faites sur les réseaux sociaux pour eux. Donc ça, tu as envie du coup d'en faire plus. C'est pareil. C'est pareil avec les stagiaires, du coup. Voilà, pareil. Et les parents, pareil. Ouais. On a une question de Sylvain pour toi, Olivier. Il demande si ça t'intéresserait de t'occuper d'un pilote à l'année. Oh, Sylvain, c'est lourd ça, ta question. Non, c'est intéressant. Bon, j'ai pas le temps. Oui, mais non. Mais si, mais j'aurais du mal à. Enfin, la sélection ne serait pas facile. Tu vois, c'est comme Tom Vial qui a été sélectionné chez Red Bull KTM, ce serait aussi rigide pour moi. Non, mais je voudrais vraiment connaître les parents, le pilote, travailler un peu avec pour savoir. Et c'est pas possible de prendre autant de temps pour sélectionner des gens. Avec Kylian, par exemple. Si Kylian, son coach, le lâche. Ah ben oui, grave, Kylian, de suite. Oh, pas trop. Non, mais Kylian, de suite. Déjà, je m'occupe de sa mère souvent, mais lui, je peux vraiment m'en occuper. Non, Kylian, oui. Un minot comme Kylian, c'est clair que là, il n'y a pas photo. C'est clair. Voilà. Ouais, donc ça veut dire qu'il faudrait travailler, voilà, autant dans un sens que dans l'autre, il faut que le courant passe, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il ait envie, déjà, autant que moi. Parce que moi, quand je m'investis dans un truc, c'est à fond. Il faut que le pilote aussi, l'entourage aussi, et qu'il y ait une confiance aveugle et qu'on avance main dans la main avec la famille et le pilote, tu vois. Et je sais pas, c'est pas facile à trouver quelqu'un comme ça, tu vois, où la relation ne soit pas gâchée par l'entourage n'est pas content parce que ce week-end il n'a pas gagné et avec ce qu'on te donne il gagne pas ou on n'a pas la bonne pièce ou c'est la faute aux suspensions, c'est pas lui ou c'est le terrain, tu vois, tout ça ça me perturberait un peu, ça me gonflerait même, tu vois. Bon, merci très bien. Cette question vraiment pourrave, on a discuté un quart d'heure. Oui. Tu vois, c'est un peu question piège pour moi, mais non, c'est très intéressant. Elle était très bien ma question. Mais c'était laquelle? Je ne sais même plus de quoi on parle en fait. C'était comment faire pour gagner 1 seconde au tour. Le meilleur conseil. Oui, c'est vieux, ça. Vous êtes qui Ah non, c'est bon, t'as raison. Bon, bonne question. Parfait. Bon, mais merci en tout cas, ça fait Nico, c'est pas Blaise qui doit faire le Touquet l'année prochaine? Évidemment. En fait, c'est ça. On a un petit pari entre nous deux là et il me fait chier, mais bon, je vais faire un enduro extrême. Je vais aller à l'extrême ou un truc comme ça. Non mais l'enduro, le Touquet, mais on m'a raccroché là. Moi, le Touquet, je comprends pas déjà.
le sable, moins 20. On est d'accord. Le sable, c'est à la mer, pas au Touquet, je veux dire, dans le sud. Et Ouais, le froid, les mecs avec des poupées gonflables dans le dos, des crêtes sur la tête, au milieu. Non, moi, honnêtement, il faut comme un Bialou, tu vois, il faut m'abandonner avec ça. Bon, on est d'accord. Et moi. On est d'accord. Ouais. Et puis l'enduro extrême, écoute-moi, jouer sur des pierres toute la journée, je peux pas te comprendre non plus. C'est juste. Ah non, mais je te rassure, j'ai pas envie de le faire non plus. On est tous d'accord en fait. Donc oui, on est d'accord. Ouais, on est tous d'accord. En fait, je comprends pas le principe de faire du trial avec une moto qui est pas faite pour ça, tu vois. Mais bon, ça s'appelle l'enduro extrême et pour envoyer Blaise au Touquet, il faut que je fasse ça. Donc, je ferai ça pour un ami, tu vois. Ouais. Par contre, quoi qu'il en soit, je rigole, mais je respecte les pilotes du Touquet parce que c'est des killers. Franchement, jamais j'aurais pu faire ça de ma vie. Et l'enduro extrême, pareil, c'est des magiciens sur des motos. D'accord. Oui. Ces deux disciplines-là, je rigole parce que c'est pas mon truc. Mais franchement, c'est beau. J'ai regardé le Touquet à la télé. J'étais fou de rage à voir ces mecs avec les crêtes au milieu qui roulent dans tous les sens et les autres qui sautent à fond de 4 parce que je trouve ça dangereux. Mais qu'est-ce que c'est beau, les mecs qui roulent vite là-dedans. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est beau. Hein. Non, mais si on C'est continue. vrai que quand t'arrives à 160 sur un saut à plat et que tu vois Blaise avec une crête devant toi, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là quoi. C'est clair. S'il a une poupée gonflable dans le dos à la JC, tu sautes dessus, quoi. Tu vois. Non, Et tu sais que Blaise, Vas-y. Blaise, la dernière fois que je l'ai vu, c'est au Supercross de l'Isaac. Il est parti, il n'était pas frais. Hein. Non, j'étais pas au top. Pas... Et c'était pas en partant de la buvette. C'était juste en partant de la finale. Ah ouais. Mais on parlait d'accrochage, mais là, c'était un beau. Ouais. Ah oui, ça a tapé fort. Hein. D'ailleurs, ça m'a coûté une roue avant, moi. Pourquoi? Ah, parlons argent. Ah ouais, mais tu vois, moi, ça m'a coûté un casque. Donc. Kylian, il a sauté à côté de la piste hein, et il a arraché tous les rayons de la roue avant. Ah ouais. Déjà, il faudra qu'on t'envoie la note. Ouais, d'ailleurs, tu me dois 160 €. Ouais. Et moi, j'avais un casque. Qu'il y avait les pauvres rayons roses Star, là. Quelle horreur. Non. Et ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue pendant 2 heures sur ce live ou? C'est bon, c'est fini. Là, tout le monde commence à aller au lit là. Bon, bah, en tout cas, ouais, merci les gars, c'était un plaisir et on se refera ça quand Kylian, tu seras titré tranquillement. Je l'espère. Ça le fera, t'inquiète. Bon, merci. Bonne soirée les gars, merci à tous tous, pour votre temps, c'était soirée. cool. Ça fait plaisir d'avoir des vieux dinosaures et un jeune loup. Ou des vieux loups ou un jeune dinosaure, on ne sait pas. En tout cas, merci à tous qui ont suivi le live. C'est toujours sympa. On ne voit pas les messages, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Il y en a un paquet à lire. Dans la lecture. Hein? Il y en a un paquet, tu vas avoir de lecture. Ouais. C'est vrai? Bon, cool. Et merci à tout le monde, autant les stagiaires que ceux qui nous connaissent, ceux qui nous aiment bien, ceux qui nous aiment pas, ceux qui nous connaissent pas. Merci à vous, MX Réflexion, pour ce que vous faites. J'adore votre état d'esprit, votre site, tout est cool, voilà, ce que vous faites. À part l'enduro et le Touquet, sinon tout est ultra cool. Ça, on l'a pas encore fait. Le Touquet, c'est pas encore. Hein. L'enduro, j'ai vu, vous faites un peu des essais et tout quand même. Hein. Ça, c'est Nico, ça. Bon, je laisse la parole. Ouais, MX Réflexion. Ouais, c'est sûr. On va là où il y a le pognon. Nous. Les enduristes, on m'a dit, ils ont du pognon, alors je me suis mis à l'enduro. C'est ça, j'ai compris ça. Non, c'est la retraite, c'est la pré-retraite, c'est ça, l'enduro. Merci à vous de m'avoir proposé pour ce live. J'étais super content que j'ai eu la proposition. J'aime pas quand il fait ça. On va vous laisser, on va aller s'occuper de la femme à Olivier là. Ah voilà. Bon allez. Amusez-vous bien. Bonne soirée les gars, bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui nous suivent. Allez, ciao. Salut les gars.